Monsieur Liemoulouga, merci d'être notre guide dans cette immersion de l'équipe de Comment ça marche, l'équipe de Radio Gabon, pour découvrir les différentes directions, les différents services, les différents programmes. On va voir avec vous comment ça marche. Déjà, merci de vous présenter aux auditeurs et aux followers de Radio Gabon. Bonjour, je suis Lié José Bouddha, je suis en charge de la communication et des relations extérieures du Pôle national de promotion de l'emploi. Comme vous l'avez si bien dit, je vais être votre guide en interne par rapport à cette immersion qui concerne l'émission Comment ça marche. Nous allons commencer par le point d'information. Je vous prie de bien vouloir me suivre. Merci. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous présente Madame Monombandon Audrey Annie, qui est responsable du point d'information. Comme je vous disais, c'est dans le cadre de l'émission Comment ça marche de Radio Gabon. Je vous laisse entre les mains de Madame Ovolo, qui va certainement vous poser quelques questions. Merci. Merci Monsieur Mondonga. Madame Monaban, merci de vous prêter au jeu de questions-réponses. Nous allons découvrir comment se passe votre service, déjà à l'accueil, en quoi consiste votre travail et comment ça marche. Alors, merci pour la parole. Notre service consiste à informer les demandeurs d'emploi que nous recevons. Nous avons des demandeurs d'emploi et nous avons des employeurs. Le demandeur d'emploi, lorsqu'il arrive, il vient pour chercher de l'emploi. Mais avant d'arriver à la recherche d'emploi, il faut qu'il soit inscrit chez nous. Et pour ce faire, nous leur présentons un document comme celui-là, qui a toute la paperasse à fournir là-dessus. Et ensuite, on leur explique le mécanisme, qui est celui d'avoir une pièce d'identité, l'acte de naissance, copie des diplômes s'ils en ont, etc. Et ensuite, on leur oriente vers le service concerné, qui est le pool scan que vous allez arriver tout à l'heure. Et après, quand ils terminent avec le pool scan, ils reviennent chez nous et ensuite on les envoie chez les conseillers pour la finalisation de l'inscription. Une fois terminé, le conseiller continue son travail. Mais nous, on s'arrête juste à l'orientation vers l'inscription. Ensuite, on a les employeurs qui viennent, eux, pour chercher les demandeurs d'emploi pour aller travailler dans leurs entreprises. On les oriente directement, soit chez les responsables des équipes ou encore chez les conseillers en emploi. Voilà. Et ensuite, on a des gens qui viennent déposer des courriers, on les réceptionne et on dispatche à tous les services concernés. Donc, en grosso modo, c'est un peu ce que nous faisons ici. Alors, que l'on soit un demandeur d'emploi ou alors que l'on soit une entreprise, une administration, quand on arrive ici à l'accueil, comment concrètement ça se passe? Qu'est-ce qu'on fournit? Qu'est-ce qu'on apporte? Alors, quand on est selon les cas d'emploi, vous apportez votre dossier. Comme je l'ai dit, les documents. Vous pouvez bien montrer la caméra? On a des documents ici qui sont déjà carte nationale d'identité, voilà. Passeport, récépissé de la carte nationale d'identité. Une des pièces et ensuite le complément de dossier est juste en bas. D'accord. Donc une photo d'identité, un curriculum vitae, un acte de naissance, légalisé ou non, une copie des diplômes universitaires, une copie des diplômes secondaires ou certificats de scolarité, une copie des attestations de stage, une copie du permis de conduire, une copie des certificats attestation de travail. Alors, il faut comprendre que ce document a été conçu de telle sorte que toutes les personnes se sentent concernées. Il n'est pas forcément que les personnes aient des diplômes, même si vous n'avez que le CEP. On fait l'inscription. Donc, ils peuvent venir faire l'inscription. Ils ne se sentent pas frustrés parce qu'on a mis des copies des diplômes et autres. Donc, quand ils arrivent, on les oriente vers le pool scan. C'est le pool scan qui pourra bien vous détailler parce que ce sont eux qui font l'inscription avec les demandeurs. Vous voyez simplement si tous les documents sont dans le... Les documents sont selon ce qu'on a demandé. Et ça, ce sont les demandeurs d'emploi et les entreprises. Et les employeurs, nous, on les oriente simplement et ils prennent la tâche avec les conseillers en emploi et ce sont eux qui leur disent exactement ce qu'ils doivent faire dans le processus. Depuis ce matin, combien de demandeurs d'emploi vous avez visité, que vous avez accueillis ou alors les employeurs? Je n'ai pas le nombre exact, mais on est déjà dans la quarantaine depuis le matin. Depuis le matin. Et fréquemment? Fréquemment, on peut arriver à 100, 150. Par jour? Oui. Par jour? Ceux qui viennent pour des informations, ceux qui viennent pour des inscriptions aussi. Voilà. Merci, madame. Je vous en prie, madame. C'est un plaisir. Merci. Monsieur Lié Mondonga, nous étions déjà à l'accueil avec madame Monaban, avec madame Monaban Audrey. Nous vous suivons pour la suite.
Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après l'accueil qui est normalement le point d'information, nous allons aller au pool scan, qui est la seconde phase après que le demandeur d'emploi ait été orienté par le pool scan, par le point d'accueil, voulais-je dire. Je vous prie de bien vouloir me suivre. Bienvenue au pool scan. Merci. Cette salle est aménagée pour recevoir les différentes personnes qui vont au pool scan. Et la capacité d'accueil est de combien? À tue-tête comme ça, nous sommes à plus de 20, 25, 30 par là. Vous voyez bien. Hein? Je pense que, voilà, je suis curieux de savoir le tableau. Est-ce qu'il y a une importance particulière, un intérêt particulier? C'est un paperboard, ça permet de débriefer sur un élément probant. Ça peut être ponctuel, ça peut être une orientation, une feuille de route. On utilise le paperboard pour noter, pour orienter ou pour des débriefs en équipe. En équipe, d'accord. On va nous orienter sur ce qu'elle fait au pôle scan, l'importance du pôle scan et les orientations relatives à cette fonction. Madame Tassiana, je vous présente Madame Ovolo de Radio Gabon, qui est dans le cadre de l'émission Comment ça se passe, va vous poser un certain nombre de questions. Je vous prie de bien vouloir répondre comme vous savez si bien le faire. Alors déjà, bonjour. Et en quoi consiste votre travail? Le pool scan, en quoi il consiste? Et votre travail au quotidien, qu'est-ce que c'est? Le pool scan, c'est la porte d'entrée du demandeur d'emploi pour la facilitation à l'enregistrement. Et nous, essentiellement, nous prenons les demandeurs d'emploi qui ont déjà la difficulté à maîtriser l'outil informatique, ceux ayant un niveau bas, disons de 0 à la 4e. Nous les aidons à l'enregistrement et ensuite nous les orientons vers les conseillers qui prendront en charge leur dossier de demandeur d'emploi. L'enregistrement, comment ça se passe? Concrètement? Oui, le demandeur d'emploi, il vient devant nous avec ses documents. Nous procédons au scan de tous ces documents. Ensuite, nous l'aidons à l'enregistrement. Nous posons des questions quand il y a les informations, disons niveau d'études, numéro de téléphone, adresse mail, toutes les informations relatives à son inscription. Et si madame, le demandeur d'emploi n'a que sa pièce, sa carte nationale, son acte de naissance, il n'a aucune attestation, aucune autre référence, est-ce que cette personne peut venir au Pôle national de promotion de l'emploi? Bien sûr. Ce sont notre cible. En principe, on les prend avec ce qu'ils ont. Il y en a qui ont simplement une pièce d'identité et l'acte de naissance, nous les enregistrons comme ça. Alors, après le pôle scan, vers où le demandeur d'emploi se dirige-t-il? D'abord à l'accueil. C'est l'accueil qui l'attribue à un conseiller emploi. Dès que l'accueil l'envoie chez un conseiller emploi, lui, il prend la main. Donc, après ici, il repart au niveau de l'accueil pour l'attribution d'un numéro qui va donner lieu à une rencontre, un entretien avec un conseiller. Voilà. Merci madame. Monsieur Liemundunga, avec mon équipe, nous étions au pool scan et nous avons vu la spécialiste qui nous a dit un petit peu comment ça se passe et on était heureux justement d'avoir un exemple sous nos yeux d'un demandeur d'emploi qui est venu avec son dossier et il s'est entretenu avec la dame et là nous sortons du pool scan. Où allons-nous? Tout à l'heure je disais, nous étions ici au point d'information pour le pool scan. Au sortir du pool scan, nous revenons à nouveau au point d'information afin d'attribuer au demandeur d'emploi un numéro qui lui permet d'identifier son conseiller en emploi. Nous sommes donc ici dans le cadre de la prise de ce numéro qui nous orientera chez le conseiller en emploi. Nous avons déjà le numéro qui nous permet justement de rencontrer le conseiller. Nous vous suivons. Eh bien, on va chez le conseiller. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs. Radio Gabon. Radio Gabon est ici dans le cadre d'une émission d'immersion qui s'appelle Comment ça marche. Et nous avons fait ce qu'on a appelé le parcours du demandeur d'emploi.
évidemment, partant de la réception du pôle SCAL à ici, il y a un certain nombre d'éléments que Radio Gabon a bien voulu s'enquérir. Et là, je vous présente M. Mwenji, qui va vous recevoir dans le cadre de ce qui se passe entre un demandeur d'emploi et un conseiller en emploi au sortir de la pose de son numéro. Madame Ovolo, je vous en prie. Quand on arrive ici pour le conseil, comment ça se passe exactement? En quoi consiste le travail déjà d'un conseiller? Il faut dire que le conseiller en emploi est le socle, l'élément qui fait asseoir l'activité ici PNPE. Tout simplement parce que nous recevons les demandeurs d'emploi, les personnes qui sont en quête d'un emploi. Et lorsqu'ils viennent, c'est au-delà de tout le tour qu'ils peuvent faire, c'est arriver au niveau du conseiller en emploi, c'est ce dernier qui stabilise, qui donne une orientation comme il se doit à l'avenir, sinon au profit qui colle avec le demandeur d'emploi. Donc, ça se passe comment? Lorsque le demandeur d'emploi arrive au pôle national de promotion de l'emploi, il est reçu au niveau de l'accueil. Après l'accueil, il va au niveau du pôle SCAN pour les demandeurs d'emploi qui ne sont pas diplômés, qui n'ont pas une bonne maîtrise d'outils informatiques. Nous les accompagnons à ce que là-bas au pôle SCAN, on crée leur identifiant. Voilà. Et ils viennent ici au niveau du conseiller en emploi. Le conseiller en emploi, lorsqu'il reçoit, le demandeur d'emploi est un peu, ce dernier, il a toutes les pensées possibles sur ce qu'il veut faire. Voilà, selon ce qu'il veut, selon ce qu'il pense à sa tête. C'est le conseiller en emploi qui le stabilise, qui dit en fonction de votre niveau de formation, voici ce qui peut aller avec votre profil, ce qui peut faciliter l'accès dans le marché de l'emploi. Parce qu'il faut dire, les demandeurs, comme toute personne, on peut rêver toute chose, mais entre rêver et être à même de pratiquer, c'est tout un fossé en fait. Donc c'est dans cet élan-là que le conseiller accompagne. Voilà. Donc premièrement, lorsqu'il vient, on stabilise le projet professionnel. On vérifie ce qu'il a mis comme information sur la plateforme. Voilà. On stabilise le pays. Donc stabiliser ici, c'est lui proposer un métier auquel il peut effectivement se rendre utile sur le marché de l'emploi. Prenons un cas de figure. Allez-y. Alors, oui. Exemple, oui. Je reçois un demandeur d'emploi qui est comptable. Qui est comptable. Bon, pas comptable, c'est moi qui propose comptable, mais plutôt qui est diplômé en banque finance. Oui. Comptabilité, banque finance. Oui. Voilà. Donc lorsqu'il vient chez moi, je regarde ce qu'il a mis comme information dans la plateforme. Voilà. Je lui propose je peux lui proposer 3 cas de figure ou bien 2 d'abord. Voilà. Je dis bon, ok, vous avez fait des études de comptabilité. Voilà. Donc, vous pouvez être soit assistant comptable parce que vous avez une licence, vous venez à peine de sortir de l'école, vous n'avez pas encore fait vous n'avez aucune expérience. Vous pouvez être assistant comptable. Voilà. Vous pouvez être assistant auditeur comptable. Vous pouvez être également assistant dans une banque, comme chargé clientèle bancaire, parce qu'il a fait peut-être banque, finance et comptabilité, tout le reste en fait. Donc, on impose pour demander d'emploi le profil. On ne l'impose pas. On lui propose et on l'amène à comprendre le bien fondé de ce métier parce que le marché de l'emploi est tellement vaste et c'est le conseil qui situe où se trouvent les opportunités. Donc, une fois qu'on a stabilisé ce métier-là, on fait ce qu'on appelle maintenant, on lui donne une fiche, voilà, un plan d'action. D'accord. Donc, sur ce plan d'action ici, on retrace les différentes actions qui se feront au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il obtienne son emploi. Voilà. Donc, on va d'abord l'accompagner dans ce qu'on appelle l'animation de l'atelier sur le CV, la lettre de motivation. Parce qu'il faut dire que le CV, c'est l'élément même la pièce maîtresse qui permet à ce que le demandeur soit visible auprès des entreprises. Parce que tout part au niveau du CV. Donc, une fois on stabilise son CV, on l'accompagne comment rédiger le CV. Rédaction faite, il revient, on corrige. Et nous l'accompagnons comment rédiger une lettre de motivation parce que c'est ces 2 éléments-là, CV, lettre de motivation, c'est les éléments qui vont en entreprise. Voilà. C'est ces éléments qui attirent l'attention du recruteur. Parce que généralement, il faut savoir ici que le CV et la lettre de motivation sont des documents qui attirent l'attention du recruteur. Le travail ne se trouve pas lorsque c'est pas le CV qui donne le travail. Le CV attire le recruteur. Une fois le recruteur attiré, il reçoit un entretien. C'est en entretien qu'on peut obtenir son emploi. Nous, il faut bien monter son CV, il faut bien monter sa lettre de motivation. Ainsi, les employeurs seront attirés à nous recevoir en entretien. Et en entretien, on pourra se défendre. Voilà. Donc, lorsque le CV est fait, la lettre de motivation est également faite, nous le donnons également. Il faut dire que notre plateforme, quand tout est bien monté sur la plateforme,
on peut retrouver un candidat sur la plateforme. D'accord. Voilà. Mais la plateforme agit en fonction des employeurs. C'est lorsqu'un employeur poste l'offre sur la plateforme que l'offre, si l'offre colle avec le besoin de demandeur, à ce moment-là, on peut retrouver. Mais si on se limite essentiellement à la plateforme, ça peut limiter le champ. Voilà pourquoi nous les accompagnons en les donnant ce qu'on appelle un plan marketing. Donc, eux également, donc, lorsque le CV est bien fait, et le motivation est bien fait, nous les demandons d'identifier des entreprises. Et ces entreprises-là, eux, ils iront déposer des dossiers dans ces entreprises-là, c'est des motivations. Donc, ça fait 2 fois, ça fait 2 recherches. Nous le cherchons pour eux à partir de notre plateforme. Eux également, ils sont sur le terrain à partir de la plateforme, à partir de leurs recherches personnelles. Donc, et c'est tout ce grand champ-là qui facilite l'accès à l'emploi. Donc, sur le terrain, si seulement après peut-être une bonne durée, peut-être 2 mois ou 3 mois de dépôt, ils reviennent au PNPE. Nous, maintenant, nous faisons ce qu'on appelle des relances. Parce que ces entreprises, c'est avec qui nous travaillons. Oui. Voilà. Le montant également, nous avons la rédaction d'une lettre de relance pour dire à l'employeur qu'à X date, nous avons déposé un dossier chez vous. Où en est-il? Qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce qu'il y a une possibilité ou pas en fait? Donc, voici un peu l'activité un peu ce que le conseiller fait. Monsieur le conseiller, c'est très important ce que vous faites et voilà pourquoi nous allons mettre un point d'honneur justement à comprendre et à connaître avec vous comment on rédige un CV et comment on rédige une lettre de motivation. Commençons par le curriculum vitae. Est-ce qu'il y a un modèle phare, un modèle type qui peut justement vous aider, nous aider à faire comprendre aux auditeurs et aux followers comment exactement un CV doit se présenter? Ok. Il faut dire qu'aujourd'hui, pour ce qui est du CV, Internet nous propose beaucoup de choses. Oui. Voilà. Beaucoup de choses et les demandeurs sont souvent tentés à les prendre. Tout ce qui est sur Internet. Mais nous, au niveau du Pôle national, nous proposons un modèle. Ce n'est pas que ce modèle-là est totalement formel, fermé. Mais ce modèle répond à un canevas. Un canevas important. Voilà. Ce modèle-là, c'est un modèle qui répond à un canevas. Dans ce modèle, il met l'accent sur la compétence du demandeur d'emploi et non sur le nom du demandeur. Vous allez remarquer sur ce modèle ici, voilà, il n'y a que des aspects techniques sur la recherche de l'emploi. On ne met aucune information ici qui peut compromettre le demandeur d'emploi. Parce qu'il faut dire que le premier élément qui va au contact de l'employeur sur le CV. Et si tu mets une information sur le CV qui peut te compromettre, mais il est tout évident que l'employeur ne t'appellera pas. Voilà. Et exemple, on peut mettre la photo. C'est bien de mettre une photo, mais si tu as mis la photo et que ton visage ne plaît pas à l'employeur, il peut ne pas te prendre. Et pourtant, tu es compétent. Tu peux mettre sur le CV ton âge. Mais si l'employeur veut quelqu'un de 30 ans et que toi tu mets 25 ans, il dira non, je veux quelqu'un de 30 ans. Or, tu es peut-être plus compétent que celui qui a 30 ans ou 25 ans. Donc, il y a ce genre d'informations, on ne les met pas. On les cache tout simplement pour avoir un seul objectif, c'est de rencontrer l'employeur. C'est au contact de l'employeur qu'il saura qu'effectivement, waouh, je voulais quelqu'un de 25 ans, mais celui qui a 30 ans, il y a plus de que celui qui a 25 ans. Et parce que tu as mis ce qui était utile comme information pour avoir accès à ton entretien. Donc, voici, nous avons un modèle de CV ici, voilà, et nous animons des ateliers où nous prenons du temps, où nous expliquons le bien fondé du CV. Le bien fondé du CV. Le CV ici, qui est la carte de visite du demandeur d'emploi. Voilà. C'est lui qui attire l'attention du recruteur. Parce que le CV a comme objectif d'attirer l'attention. Ce n'est pas celui qui trouve le travail. Le travail s'obtient au soir de l'entretien. Mais lui, il attire. Mais si tu n'attires pas, on ne va jamais te voir. Vous comprenez? Donc, c'est lorsque tu es en contact qu'on peut tu peux te défendre. Donc, nous animons des ateliers sur le CV. Quelle est la différence, monsieur le conseiller, entre domaine de compétences et expérience professionnelle? Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur exactement? Ok. Alors, le domaine de compétences est rattaché à un profil. Je m'explique. Je suis comptable. Je mets les compétences qui Je recherche un emploi de comptable. Je recherche un emploi de comptable. Je peux avoir la compétence ou ce qu'on peut appeler l'aptitude à un profil, mais sans avoir l'expérience au profil. D'accord. Lorsque je sors de l'école, j'ai les aptitudes. Lorsqu'on va à l'école, on va pouvoir acquérir des compétences. Voilà. Mais ces compétences, on ne les a peut-être pas encore pratiquées. Donc, vous voyez que la pratiquer, c'est le fait d'avoir déjà exercé en entreprise. Voilà. Mais on peut en avoir ces atouts-là, puisqu'on est allé à l'école. On peut avoir ces compétences. Donc, lorsqu'on monte un CV, on a les compétences qu'on met d'abord en premier. Donc, ces compétences, quand je parlais de stabilisation, les demandeurs n'ont pas souvent pas les compétences qu'ils maîtrisent même. C'est nous qui allons les rechercher en nous donnant parce qu'ils ont fait une formation. Ils ne savent pas que au soir de cette formation-là, j'ai appris ceci, j'ai appris cela. Nous travaillons dans un certain nombre de questions
voilà, nous interrogeons et nous ressortons les compétences qui sont en flux. On se rend compte, mais oui, mais ça, je sais, ça, je sais. Justement, c'est ça la compétence. Alors, tout petit travail qu'on a pu, tout petit métier ou tout petit travail qu'on a pu effectuer ou réaliser, ça peut figurer dans le curriculum vitae. Bon, à mes heures perdues, j'ai eu la possibilité, par exemple, de travailler dans une épicerie. Est-ce que ça peut figurer dans mon CV? Pendant les vacances, j'ai peut-être fait tel ou tel travail en rapport avec la gestion, puisqu'on parle là de comptabilité. Est-ce que toutes ces petites choses peuvent figurer dans le CV, ou alors on va simplement mettre ces compétences scolaires? On peut tout mettre dans le CV. On peut tout mettre dans le CV, mais on le met en fonction du besoin. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir plusieurs compétences. Je suis M. Mouedji, j'ai certainement déjà fait du commerce, j'ai certainement fait déjà de la comptabilité, j'ai certainement fait déjà de l'externe. Je suis cette même personne-là qui a toutes ces compétences-là. Mais donc, lorsque je recherche un emploi, je recherche le besoin d'une structure. Si l'entreprise auquel je suis allé enquêter et qu'elle recherche des électriciens, je ne mettrai pas toutes les compétences de comptable. Je veux vendre la compétence d'électricien parce que c'est d'attirer, je me vends pour répondre à un besoin. Donc, on peut tout avoir, mais il faut pouvoir situer au bon moment pour pouvoir attirer le recruteur pour qu'on puisse trouver un emploi. La lettre de motivation. Ok. Comme je disais tantôt, la lettre de motivation également, tout comme le CV, c'est un document qui attire l'attention du recruteur. Mais l'élément le plus important dans la lettre de motivation, nous faisons ici, parce que nous avons également un séminaire là-dessus, tout part, nous mettons l'accent sur le Caneva. Comme je disais tantôt, sur Internet, il y a tellement de lettres de motivation. On dit tout, mais le plus important, c'est le Caneva. On rencontre des universitaires, des diplômés et tout le reste. C'est bien, on sait tous écrire. Est-ce que ce que tu écris répond au Caneva? Est-ce que ça peut attirer l'attention des recruteurs? C'est d'où la nécessité des formations que nous faisons passer ici au niveau de la formation de l'emploi. Nous allons les ateliers sur la rédaction de la lettre de motivation. Avant de rédiger la lettre de motivation, il est important d'enquêter. On écrit par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il faut connaître. Beaucoup, je me souviens quand j'étais plus jeune, parfois, on écrivait plusieurs lettres. On allait d'un endroit à un endroit, on mettait juste le nom de l'entreprise et on va. Mais ce que tu écris, ça n'a pas besoin de l'employeur, il ne cherche pas ça. Tout. Dans les ateliers, nous les amenons à la chose la plus essentielle, sur la recherche. Il faut enquêter sur l'employeur avant de l'écrire. Il faut savoir qui tu écris. Là, on a des structures où le recruteur, le plus souvent, c'est que les recruteurs, c'est le DG, le DRH. Mais lorsqu'on a fait une bonne enquête, on peut retrouver à l'intérieur que lui qui a recruté, qui a la possibilité de recruter, c'est le directeur financier. Et alors, si j'écris, la lettre va à la bonne personne, et c'est cette personne qui te recrutera. Donc, c'est vraiment sur la lettre de motivation. Le seul que nous mettons l'accent ici, à côté des étapes du Caneva, comment rédiger, c'est de faire la recherche. Il ne suffit pas d'écrire, il faut rechercher. Et ça, on prend largement du temps dans nos ateliers pour les expliquer, le bien fondé, la démarche à suivre, comment ça se fait. Comment ça marche, c'est justement l'objectif de l'émission. Et nous avons la chance justement d'être juste à côté d'un demandeur d'emploi. Si vous me le permettez, monsieur le conseiller, on va peut-être se tourner vers le monsieur. Monsieur, bonjour. Comment vous vous appelez? Monsieur Nguema Cédric, vous êtes ici au pôle conseiller en emploi. Vous avez votre dossier avec vous. Alors, depuis le matin, comment ça se passe? Quels sont les différents... vous avez apporté votre CV? Je me suis inscrit en ligne. D'accord. Après, je suis allé à l'accueil, mais ça remonte. Là, je viens juste pour le suivi du dossier. En envoyant les documents, on m'a orienté chez le conseiller. Ils m'ont enregistré. Et là, je suis venu pour chercher mon numéro, comme j'ai passé un entretien samedi à Ovendo. Monsieur, comment vous appelez? Bonjour. Bonjour, moi c'est monsieur Jean-Richard, fonctionnaire d'emploi. Il faut comprendre qu'alors que monsieur Nguema est venu ce matin, non seulement pour la stabilisation de ses différents projets professionnels, son parcours professionnel, et ensuite avoir un numéro, c'est-à-dire valider son inscription afin de pouvoir présenter son numéro du PNPE, c'est-à-dire sa carte, son identifiant PNPE à l'employeur parce qu'il a dû passer un entretien. Et au sortir de cet entretien, l'employeur a demandé d'emblée déjà, comme vous le savez déjà, nous sommes d'abord le régulateur d'un régulateur d'État, donc il demande ce numéro PNPE afin de pouvoir établir ce contrat à ce monsieur. Donc là, j'ai établi ces différents projets professionnels. Il a suivi une formation en sociologie en même temps
il a l'attestation en QHSE. Donc, on a stabilisé deux parcours professionnels, on peut dire ainsi, deux projets professionnels. Donc, il aura le choix, c'est ça, entre les deux. Comme il a postulé en qualité de QHSE, donc on a stabilisé des différents projets professionnels. Donc, on a plus mis un accent particulier dans le domaine de QHSE. Donc, là, j'étais en train d'expliquer le process. Déjà, il est bien fondé. C'est pour ça que vous voyez, je l'ai établi ce qu'on appelle le plan d'action, comme l'a si bien dit M. Fabien, qui est mon conseiller, qui est mon collègue ici. Déjà, je l'ai établi un plan d'action. Donc, sur ce plan d'action, vous allez voir, il y a tout un cheminement. Donc, là, comme le CV ne répond pas aux normes, on va d'abord, dans un premier temps, retravailler son CV. Si on voit que le demandeur ne peut pas bien travailler le CV, on va directement l'orienter à l'atelier. Donc, on va l'envoyer vers le format, on va proposer au demandeur le schéma de l'atelier CV, lettre de motivation, c'est-à-dire, il va voir comment ça se passe, il aura la possibilité de poser des questions, il va voir comment monter un CV gagnant, parce que c'est le CV qui précède, il faut comprendre que c'est le CV déjà qui précède le demandeur d'emploi à l'entreprise, parce que quand c'est pas lui qui se présente physiquement, mais c'est à travers son CV que le recruteur, ce qui attire l'attention du recruteur, c'est à travers ce CV que le recruteur va pouvoir connaître et identifier qui est M. Ndima. Donc, du coup, on était là-dessus, on a établi ses projets professionnels. Là, je suis en train de montrer comment il va monter un CV gagnant, parce que c'est ce CV qui va lui présenter à l'employeur et avoir un identifiant. Comme il a déjà passé les entretiens et ça s'est très bien passé, là, il va juste avoir un numéro PNPE. Ça, c'est un cas pratique, ça, c'est un cas autre. Maintenant, si il vient pour, disons, un demandeur d'emploi qui n'est pas encore passé dans les entretiens, on va lui mettre ce qu'on appelle un suivi personnalisé. C'est-à-dire qu'il y aura un cheminement à l'entrée du jeu, les CV. Ensuite, on va établir, il va nous apporter les CV, les lettres de motivation. En même temps, on va demander les listes des entreprises auxquelles lui-même va devoir postuler. Donc, on va faire une segmentation des entreprises. Et ensuite, il va soit se présenter physiquement pour déposer son dossier ou par voie électronique, c'est-à-dire par mail, il va envoyer ses documents. Vous avez l'adresse? Non, c'est lui qui va faire, c'est un réseautage, c'est-à-dire qu'il va, lui-même va en entreprise, il va prendre des référents. D'accord. C'est-à-dire, il va prendre le nom peut-être du RH, du DCRH ou le nom du responsable d'entreprise pour pouvoir postuler. À mi-parcours, monsieur, êtes-vous satisfait déjà des informations, l'entretien que vous avez eu? Oui, mais on n'est jamais satisfait à 100% parce qu'on aimerait que quand on arrive, on soit reçu automatiquement. Or, généralement, quand on arrive, c'est souvent fou. Là, je devais être reçu en entreprise, on m'attend depuis 9 h pour aller déposer les compléments de dossier, mais je ne pourrais pas partir sans avoir rencontré le conseiller. Voilà. Un ajout par rapport à la question du numéro, automatiquement, la personne génère un numéro PNP. Et lui, même étant chez lui, ou peu importe le lieu, il a la possibilité d'aller sur la plateforme à partir de ses identifiants. Lorsqu'on fait la conception, on nous donne des identifiants. À partir de il a la possibilité de rentrer sur la plateforme pour retirer son numéro. Sauf que certains demandeurs d'emploi qui n'ont peut-être pas, qui sont pas à l'aise avec la plateforme, reviennent. Mais sinon, la plateforme laisse la possibilité de prendre le numéro même étant chez eux. Parce que cette plateforme-là est utile pour les demandeurs d'emploi, tout comme les employeurs. Les employeurs étant chez eux, ils n'ont pas besoin de venir au PNPE, ils rentrent leurs informations sur la plateforme, ils rentrent leurs besoins et la personne les génère les candidats. Donc, nous avons un outil vraiment utile pour que ce soit pour le demandeur d'emploi, que ce soit pour l'employeur, de telle sorte qu'ils n'ont pas à faire beaucoup d'efforts. Voilà. Si même les rendez-vous se prennent sur la plateforme. Donc, c'est juste que on n'est pas tous à l'aise avec l'outil. Voilà, ce qui fait que certains reviennent, mais on n'a pas le choix de les accompagner dans ce sens. Alors, après avoir rencontré le conseiller en emploi, la suite, c'est quoi? Mais quand on sort d'ici, quel est le service? Non, lorsqu'on sort d'ici, le demandeur sort d'ici, il sort d'ici déjà avec un plan d'action. Dans ce plan d'action ici, il y a le prochain rendez-vous. Donc, le prochain rendez-vous, dès que tu as fini l'inscription, le prochain rendez-vous, c'est de revenir pour la prochaine fois avec les CV que nous avons stabilisés ensemble. Donc, la lettre de motivation. On corrigera si tu as suivi le Caneva ou pas. Comme le conseil vous le dire, si tu n'as pas suivi le Caneva, on t'envoie un atelier pour mieux t'expliquer comment rédiger la lettre de motivation et le CV. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Moi, je vous dis au revoir. Merci. Madame Nadine Bingo, bonjour. Bonjour, madame. Merci de nous recevoir ici. L'équipe de Comment ça marche, de Radio Gabon, la référence est ici en immersion. Nous avons déjà suivi le parcours du demandeur d'emploi et ici, nous sommes à la direction d'emploi jeune. Comment est organisée votre direction et comment ça fonctionne exactement? Ok, merci. Alors, la direction emploi jeune est une direction dédiée à la réflexion, l'accompagnement et la mise en œuvre de toutes les politiques en lien avec l'employabilité.
Donc, tous les dispositifs qui concourent à pouvoir mettre en œuvre les programmes d'employabilité. Donc, la direction emploi jeune est structurée de 2 services. Donc, on a un directeur emploi jeune que je suis. Ensuite, on a un responsable des activités, donc qui coordonne l'activité opérationnelle délivrée par les services. On a 2 services. On a un service suivi administratif et recouvrement qui est en charge, lui, de pouvoir organiser tout ce qui est en lien avec le suivi post-contractualisation entre les opérateurs économiques, les demandeurs d'emploi bénéficiaires de ces dispositifs et l'OpenPE, parce que c'est des contrats tripartites que nous proposons sur la table. Et ensuite, derrière, les opérateurs économiques sont amenés à mettre à notre disposition les ressources financières nécessaires pour pouvoir procéder à l'immatriculation CNSS, donc au niveau des chambres sociales. Donc la CNSS et la CNAMJS. Donc c'est pourquoi nous avons mis une unité en place en charge du recouvrement, parce que actuellement nous préfinançons avec les ressources disponibles. On a un deuxième service qui, lui, il est en charge de tout ce qui est en lien avec la recherche de l'information, la promotion de l'information sur l'emploi jeune. Donc, tous ces dispositifs-là doivent être orientés au contact des opérateurs économiques. Donc, nous avons des opérationnels dont la mission est de pouvoir rapprocher l'information des opérateurs économiques et de pouvoir, in fine, susciter des contractualisations avec ces entreprises. Il faut rappeler que les dispositifs d'employabilité sont nés pratiquement à la création du Fonds d'aide à l'insertion et à la réinsertion professionnelle en 1997, appelé le FIR, voilà, et qui était financé essentiellement par le gouvernement. Voilà, le gouvernement avait mobilisé ce fonds pour pouvoir mettre à disposition les moyens nécessaires pour garantir le paiement des actions en contrat de stage ou en contrat de formation. Ces contrats ont été mis en œuvre simplement parce qu'aujourd'hui, la population demanderesse d'emploi, lorsqu'elle arrive vers le service public d'emploi que nous sommes, n'a pas forcément toutes les attentes, ne réunit pas toutes les attentes que recherchent les opérateurs économiques. Donc, il est nécessaire de pouvoir leur apporter un complément, soit en matière d'acquisition d'expérience, donc là, ils vont rentrer en parcours de stage, pratique en entreprise, soit parce qu'ils ont besoin d'un complément de compétences pour vraiment répondre aux exigences des postes qui sont offerts par le marché de travail. Et donc là, ils vont subir ce qu'on appelle un parcours de formation de renforcement de capacité. C'est des parcours qui peuvent durer 3 mois à 2 ans. Voilà. Et donc, au sorti de là, ils subissent ce qu'on appelle une diplomation, une certification, voilà, qui leur permettent de pouvoir maintenant justifier de la compétence, des ressources techniques nécessaires pour compétir sur les appels à candidature qui sont formulés par les opérateurs économiques. Donc, cette démarche part de 1997 avec l'arrivée du FIR, sauf qu'après, lorsqu'on était au niveau de l'Office national de l'emploi, autour de 2013-14, la subvention va connaître des difficultés et elle va s'arrêter. Donc, ces programmes vont connaître une rupture dans leur exécution et le Code du travail va codifier un certain nombre de programmes, en l'occurrence le contrat d'apprentissage qui vise les personnes sans qualification. Donc, il faut les accueillir en entreprise et les mettre en situation de travail pour garantir une acquisition de compétences techniques, et c'est toujours orienté sur les métiers manuels, voilà. On va codifier également au chapitre 2 du Code du travail le contrat en alternance. Le contrat en alternance est un dispositif qui a été codifié dans le but de pouvoir réduire et très fortement le recours à la main-d'œuvre étrangère. Donc, ce dispositif permet de prendre un jeune au niveau du bac qui va faire 2 ans d'entreprise. In fine, il va sortir avec un BTS, voilà, ou il rentre en 2e année de licence et il va terminer jusqu'à sa 3e année. Donc, il fait 2 ans et sort avec une licence, ou il rentre en première année de master et termine avec un master qui se tient en 2 ans. C'est un dispositif qui se tient sur 2 ans. Le but, c'est de former les jeunes dans le cadre des besoins recherchés par les opérateurs économiques où la population demanderesse d'emploi actuellement disponible ne donne pas satisfaction aux opérateurs économiques. C'est le cas, par exemple, d'un opérateur qui va vous dire « J'ai besoin d'un juriste, mais un juriste spécialisé en pétrole. Je veux pas un juriste classique. » Alors, on va prendre quelqu'un qui a fait une licence, qui va subir 2 ans de formation pour un master spécialisé en droit
pétroliers. Voilà. Les financements, qui paye ces formations? Ces formations sont financées sur trois angles d'action. Donc, la première action, c'est que le jeune qui était déjà aligné dans un master, voilà, qui avait déjà prévu des financements particuliers, il va donc se voir proposer une opportunité d'emploi s'il maintient son financement. Ou l'Open peut également, en fonction des relations qu'elle a avec les opérateurs économiques, peut aller faire ce qu'on appelle une recherche de financement, ou simplement l'opérateur qui est demandeur de cette ressource peut financer à 100%. Donc, quels sont les critères d'obtention de ce finance-là par le PNPE? Alors, c'est le PNPE lui-même qui... Lorsque c'est le PNPE qui se met dans la recherche des financements, il faut rappeler que, en toute objectivité, le PNPE va d'abord se rassurer qu'il y a une embauche à la clé. D'accord. Donc, il n'y a pas d'embauche à la clé, le PNPE ne se mobilise pas. Dès que l'opérateur économique a rassuré le PNPE qu'il y a réellement une embauche, il fait ce qu'on appelle une promesse d'embauche ferme à la fin de la formation. Alors, le but, c'est de pouvoir garantir réellement que s'il y a un investissement dans le jeu de la formation, il y a un emploi à la clé. Donc, à ce moment, dès qu'on a ça, le PNPE va aller cibler les opérateurs économiques. Il y a deux types d'opérateurs. Les opérateurs économiques qui sont frappés par l'obligation d'accueillir 5% de leurs effectifs en stage, mais qui ne peuvent pas les accueillir parce qu'ils n'ont pas d'espace. Donc, on va me proposer à ces entreprises de requalifier cette obligation en ressources financières. Et donc, cette obligation qui est requalifiée en ressources financières devient la première source de financement des actions similaires. La première source. Aujourd'hui, sur 10 entreprises, on a 2 ou 3 qui vont dire « Je n'ai pas les espaces conséquents pour accueillir, je n'ai pas le temps matériel pour pouvoir demander à un collaborateur d'encadrer un stagiaire. Ça fait combien le coût d'un stagiaire? Si ça fait 3 152 000, moi je vous donne les 3 millions et je requalifie mon obligation en ces 3 millions. » Ce sont ces 3 millions-là que nous allons premièrement utilisé comme première source. La deuxième source, c'est ce qu'on appelle le parrainage. Donc, on va aller vers les entreprises qui peuvent parrainer un jeune avec un argumentaire qu'on va monter, qu'on va structurer. Et à ce moment, on va organiser la collecte de ces fonds-là pour un jeune. Très souvent, on le fait pour des personnes en situation de handicap. Très souvent, on le fait pour des personnes qui sont hautement en détresse psychologique, voilà, et qui ont du mal réellement à pouvoir aller parce qu'ils n'ont pas de parents, parce qu'ils n'arrivent pas à financer leur formation. Dès que nous, on a derrière déjà garanti l'embauche avec le dialogue avec l'entreprise, à ce moment, on se met en branle et on n'a pas besoin de 2 semaines pour arriver à trouver un financement. Hein. Ça, je peux déjà vous garantir. Voilà. Le plus dur, c'est de trouver une entreprise qui accepte de dire « Moi, je veux un jeune qui fera de l'alternance chez moi et je m'engage à le recruter. » C'est là le plus dur. Mais le financement, ce n'est pas souvent la difficulté. Voilà. Alors, on va parler des chiffres, Madame le directeur. On va parler de chiffres. Combien de jeunes viennent vous trouver ici, à votre direction? Combien de jeunes sont placés? Et puis aussi, combien des jeunes sont suivis? Est-ce qu'il y a un suivi après le placement, le recrutement et le placement des jeunes en entreprise? Alors, il faut dire que la direction emploi jeune est une direction technique qui est logée à la direction générale. Les activités de l'offre de service du PNPE sont mises en œuvre par le réseau des antennes. Le réseau des antennes se déploie pour mettre en œuvre l'offre de service du PNPE. Il faut également rappeler que le PNPE a mis au niveau de sa direction un certain nombre de procédures. Ces procédures permettent de formaliser l'exécution des actions qui doivent se faire, soit en antenne, soit au niveau de la direction. Donc, le demandeur d'emploi, lorsqu'il arrive, il n'est pas reçu au niveau des services de la direction emploi jeune. Il est reçu au niveau du réseau des antennes. Lorsqu'il arrive, il va bénéficier de ce qu'on appelle un bilan, donc un diagnostic de compétences. Ce bilan permet de catégoriser les demandeurs d'emploi. On va avoir ce qu'on appelle les demandeurs d'emploi, candidats à l'employabilité parce qu'ils ne sont pas prêts d'être exposés en entreprise, devant des entreprises parce qu'ils n'ont pas suffisamment les ressources que recherchent les opérateurs. On a des candidats qui vont être orientés, ce qu'on appelle les candidats à l'auto-emploi, et on a des candidats qui vont être orientés à l'emploi salarié immédiat. Donc, on va catégoriser les candidats en 3 groupes. Ceux qui sont candidats à l'employabilité. Là encore, on va les segmenter en 3.
Le premier, ce sont les candidats qui ont des compétences mais qui n'arrivent pas à les vendre. Ils n'arrivent pas, ils ont peut-être des problèmes de stress, ils ont peut-être des problèmes de vocabulaire, ils ne savent pas comment se vendre. Eux, ils vont rentrer dans ce qu'on appelle les programmes sur les techniques de recherche d'emploi. Comment me vendre, comment organiser ma recherche d'emploi. C'est toujours les dispositifs d'employabilité. Le deuxième couloir, ce sont les candidats qui ont réellement un déficit sur l'expérience professionnelle. Soit il est jeune diplômé, soit c'est un diplômé, mais qui a connu un chemin de longue durée, il n'a jamais travaillé, donc les compétences sont devenues un peu obsolètes. Donc lui, il rentre carrément dans ce qu'on appelle un parcours de stage, parce qu'il doit aller se mêler à l'activité professionnelle, découvrir les procédures, découvrir l'exécution de ce pour lesquels il a été formé. Et il y a un troisième groupe, eux peut-être ils n'ont pas fait de formation, ou ils ont fait des formations, mais ces formations ne sont pas sollicitées par le marché. Donc, ils sont en chômage de longue durée. Donc, ce groupe-là, on va aller regarder les métiers en tension. Et on va leur proposer les métiers en tension parce que c'est là-bas où se trouvent les niches de formation qui garantissent l'accès à l'emploi. Ensuite, le tout dernier groupe, c'est le groupe des anciens travailleurs. Les anciens travailleurs, c'est des personnes qui ont connu l'activité professionnelle, qui ont signé des contrats CDD, CDI, qui ont travaillé 2 ans à 10, 15 ans, mais qui, pour des raisons diverses et variées, se retrouvent à un chômage de longue durée. Et également, ils vont sortir de ce qu'on appelle l'embauche directe parce que ça ne colle pas. On va les rentrer dans ce qu'on appelle le parcours d'employabilité pour anciens travailleurs. Et là, on leur propose 2 dispositifs. C'est le dispositif d'adaptation professionnelle et le dispositif de reconversion professionnelle. Le dispositif d'adaptation professionnelle, lui, il va venir proposer à un ancien travailleur des opportunités d'emploi, mais qui sont d'abord à obligation d'observation. Donc, il est obligé d'être observé pour voir si ses aptitudes correspondent à ce que recherche l'employeur. C'est le cas, par exemple, d'un opérateur économique qui va vous dire, moi, j'ai besoin d'une personne qui va être au contrôle et au montage des contrats avec les fournisseurs. Pour ce poste-là, puisqu'il faut faire la nuance entre le métier et le poste. Le métier, c'est une somme de compétences qui est en lien avec un savoir-faire spécifique. Le poste, c'est une composition de tâches qui peuvent être alignées ou pas du tout alignées. Donc là, l'opérateur économique va nous proposer des postes. Donc, il a constitué lui-même et on va les regarder dans les profils des anciens travailleurs qui a la compétence technique en termes d'aptitude pour pouvoir assumer les exigences de ce poste. Donc, quand je prends l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui va faire du contrôle de la vérification des contrats avec les fournisseurs, là, l'employeur va dire, je vais prendre, par exemple, quelqu'un qui a fait RH, quelqu'un qui a fait droit dans les métiers, ou quelqu'un qui a fait simplement achat, mais avec des relations avec les fournisseurs. Donc, on va les regarder dans nos anciens travailleurs, des personnes qui ont déjà plus de 5 ans d'expérience ou moins de 5 ans, mais qui ne démarrent pas, on va leur proposer ces postes-là. Ces postes sont un contrat de stage. C'est pas un contrat de travail, c'est un contrat de stage d'adaptation professionnelle. Et le Code du travail a déjà fixé les minima, mais l'employeur est libre d'aller au-delà. Aujourd'hui, on a des contrats d'adaptation. Le moins payé est autour de 150 000, le plus payé est autour d'1 300 000. Voilà. C'est l'employeur qui, en fonction du minima fixé par le Code du travail, va faire progresser en fonction de l'état, parce qu'on peut proposer quelqu'un qui a 8 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, un type de contrat comme ça. Donc, il faut se retrouver à nouveau avec 200 000. Précédemment, il y a 8 ans, lorsqu'il était en service, il avait peut-être 700 000. Donc, le but, c'est déjà d'accompagner ces personnes à comprendre que c'est des postes d'adaptation pour retrouver l'emploi, donc faire des retours à l'emploi, donc ce qu'on appelle la réinsertion professionnelle, donc revenir dans l'univers du milieu professionnel. Donc, aujourd'hui, lorsque les antennes font ce travail, la direction est là pour pouvoir veiller à ce que ça se passe correctement. La direction est là pour mettre les outils aux antennes pour que les antennes arrivent à exécuter les tâches qui sont du moins coordonnées par la direction de façon cohérente. Le suivi se fait comment? Le suivi se fait toujours par les antennes. Du réseau, voilà. Un stagiaire en adaptation qui a Kulamutu, c'est pas la direction emploi qui va le faire, c'est Kulamutu qui va le faire. Un candidat qui a un contrat d'adaptation à OIM, c'est l'antenne d'OIM qui va faire le suivi. Donc, le suivi consiste à quoi? Il consiste à s'assurer que le déroulement de stage se fait conformément au contrat
on a signé. Parce que le contrat dispose bien de quel est le poste pour lequel le candidat va en stage, quelles sont les actions principales qu'il doit, et on s'assure qu'il y a une satisfaction de l'employeur et une satisfaction du candidat parce qu'il acquiert de la ressource. Et cette ressource doit capitaliser sur son profil. Voilà, donc on va s'assurer au travers du suivi. Et le système qui est mis en place, c'est aujourd'hui d'inciter l'insertion. Oui. Voilà. Donc, l'opérateur économique, lorsqu'on fait le suivi, on va aller rechercher les indicateurs de satisfaction pour vérifier est-ce que réellement l'opérateur est déjà intéressé à lui proposer un contrat CDD-CDI à la fin. Si ces indicateurs ne sont pas bons, au bout du deuxième mois avant la fin, on commence à promouvoir le candidat ailleurs. Parce que nous, notre objectif, c'est que ce candidat qui était déjà occupé ne reste pas encore en inactivité pendant longtemps. Donc, pendant qu'il est en stage, les mécanismes sont faits pour qu'on commence à ventiler sa candidature vers les entreprises potentiellement intéressées. Donc, ils peuvent sensiblement être intéressés par ce type de candidature. Madame le directeur, avec tout ce que vous faites déjà pour l'emploi des jeunes, que ce soit ici à l'extérieur et dans toutes les antennes, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Aujourd'hui, on a une difficulté essentielle, c'est la non-mise en conformité, la non-mise en exécution des dispositions du Code du travail par certaines entreprises. Aujourd'hui, surtout le réseau du PNP, on est à 5800 stages en cours pour une population demanderesse d'emploi de 70 000 stagiaires sensiblement, on avoisine les 70 000. Et dans ces 70 000, 60% de la population qui demande l'emploi font partie de ce qu'on appelle les candidats à l'employabilité. Parce que soit ils n'ont pas de qualification professionnelle, donc ils n'ont rien à proposer aux opérateurs, ils doivent passer en formation, soit parce qu'ils sont des jeunes diplômés, ce qu'on appelle des primo-demandeurs, ils n'ont jamais signé un CDD, ils n'ont pas de compétences techniques réellement avérées, la maturité de compétences n'est pas au rendez-vous, donc ils n'intéressent pas à premier titre les opérateurs économiques. Donc, on a une grosse population qui a besoin d'être autonome sur les attentes des opérateurs économiques. Et donc, ce sont des candidats qui sont éligibles pour le parcours d'employabilité. Or, on a très peu d'entreprises qui arrivent à offrir des opportunités d'employabilité. Aujourd'hui, au moment où je m'adresse à vous, sur pratiquement 1700 entreprises inscrites au PNPE, c'est seulement 624 entreprises qui ont signé une convention avec le PNPE pour accueillir des stagiaires. Et dans les 624, toutes les entreprises signataires de la convention qui leur donnent droit à accueillir des stagiaires, on n'a que 415 qui accueillent des stagiaires. Donc, on a encore une population qui a bien signé, mais qui n'a pas exécuté. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Donc, aujourd'hui, le Gabon, avec les chiffres de l'ANPI, avec les chiffres des impôts, on a pratiquement plus de 10 000 entreprises installées au Gabon. Plus de 10 000. Si déjà avec les 400 que moi j'ai, j'arrive à placer 5 000, imaginez-vous si j'arrive à avoir 3 000 entreprises. Vous voyez ce que je veux dire? Et comment les gouvernants, je ne sais pas si vous avez posé déjà le problème au niveau des gouvernants, qu'est-ce qui est mis en place pour que justement on arrive à régler cette situation? Parce que c'est un gros problème. C'est un véritable problème, c'est ce qui fait le déficit sur, on appelle ça comment, sur l'accueil des stagiaires en entreprise. Les offres de stages sont faibles, elles ne sont pas proportionnelles à même pas 50% de la population demanderesse d'emploi ou la population totalement concernés par ces dispositifs-là, on n'arrive pas à insérer. On fait des efforts parce que aujourd'hui on est quand même aligné sur un rythme de 300 contrats de stage par mois. Voilà, c'est un effort. On est en train de remonter parce qu'on a un objectif de 10 000 d'ici décembre. La problématique est déjà sur la table des plus hautes autorités. Elle est sur la table des plus hautes autorités. Nous travaillons en collaboration avec la Direction générale du travail qui, elle, dispose des services avec des mesures de contrainte. Voilà, c'est elle qui a les inspecteurs du travail. Nous, on n'est pas dans cette mission de contraindre ou de faire respecter les dispositions qui sont arrêtées dans le Code du travail. Nous sommes là pour accompagner les opérateurs économiques. Nous sommes là pour servir les opérateurs économiques de façon à ce qu'ils arrivent à pouvoir trouver la ressource technique dont ils ont besoin. Et nous travaillons énormément avec les entreprises que nous avons tendance à labelliser entreprises citoyennes. Ce sont ces entreprises qui ont le cœur sur la main et qui arrivent
arrivent également, au-delà de leurs prérogatives régaliennes, à pouvoir accueillir dans le cadre du transfert de compétences ou dans le cadre du financement des actions sociales en vue de la lutte contre le chômage. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous déployer sur un certain nombre d'actions. Mais l'idéal, ce serait que les 50% des entreprises installées en République gabonaise ne prennent même un stagiaire. Je vous assure qu'on serait au moins à 15 000 bénéficiaires. Parce que le taux de convertibilité, il est très fort. C'est-à-dire un stagiaire qui est passé par un programme d'employabilité 1 an, 2 ans, son taux d'accès à l'emploi en contrat CDD est très élevé. Il est très élevé. Aujourd'hui, dans mes statistiques, le mois, je suis autour de sur 200 et quelques dossiers entrants. Et en termes de convertibilité, je suis autour de 110. C'est quand même énorme. C'est énorme. Pour moi, c'est énorme parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un contrat, c'est-à-dire que sur 5 contrats terminés, j'ai au moins 2 qui basculent en contrat de travail. Et pour moi, c'est déjà un résultat assez significatif. Même si actuellement, on est encore loin des taux attendus, parce que le meilleur taux, ce serait qu'aujourd'hui, on a 70 000 demandeurs d'emploi qui viennent cogner la porte de PNPE pour des besoins d'insertion. On puisse également placer en employabilité, que ce soit pour des dispositifs de formation ou des dispositifs de stage ou des dispositifs d'adaptation, de reconversion, qu'on puisse au moins placer 30 000 l'année. Mais si on n'arrive pas, c'est parce que les entreprises en face, soit elles ont des problèmes, soit elles ne jouent pas le jeu. Donc, on a besoin que les entreprises arrivent à comprendre que la lutte contre le chômage, c'est une question pour tous et de tous. Parce que si certains se disent c'est rien que la question du gouvernement, on ne va pas pouvoir s'en sortir parce que la difficulté, elle concerne tout le monde. Madame Nadine Bingo, merci d'avoir répondu à nos questions. Monsieur le directeur général, monsieur Anissa Edzan, merci d'avoir permis cette immersion au sein du pôle national de promotion de l'emploi. Radio Gabon, l'équipe de Comment ça marche a été ravie justement de découvrir et de faire découvrir aux auditeurs et aux followers comment ça marche exactement le pôle national de promotion de l'emploi. En définitive, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été vu? Alors, merci à Radio Gabon d'être venu dans nos locaux pour découvrir comment ça marche. Ce qu'on peut retenir de toute cette émission, c'est que le pôle national de l'emploi est un service public. Il est accessible à tous les demandeurs d'emploi, ceux qui ont déjà un emploi et ceux qui veulent trouver un nouvel emploi, comme pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Il est ouvert. Il est important que les demandeurs d'emploi viennent au pôle national de promotion de l'emploi pour faire leur bilan de compétences, parce que c'est de ça dont il s'agit. Une fois qu'on a le bilan de compétences, on peut mieux orienter les demandes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il existe une multiplicité de mécanismes au pôle national de promotion de l'emploi. Nous avons des projets, on en a parlé, des projets depuis l'international, des jeunes Gabonais qui veulent rentrer. Donc, ça aussi, ça existe. Nous avons des projets que nous créons sur place. Et donc, il ne faut plus que nous soyons dans une attitude attentiste, parce que bien sûr que nous devons faire des efforts pour aller vers les demandeurs d'emploi, mais ceux-ci doivent aussi faire l'effort de venir vers nous pour chercher le moyen de sortir de l'impasse. J'ai vu la troisième chose qui est importante, c'est que il faut que nous dépassions l'idée qu'on se fait de l'artisanat. Être cordonnier, être couturier, etc. Ce ne sont pas des sauts métiers. Ce sont de véritables métiers, parce que ce sont des métiers qui créent de la valeur. Et vous allez voir que lorsque nous avons aujourd'hui un jeune qui rentre dans les métiers de l'artisanat, il va susciter l'envie et l'intérêt des autres. Ça, c'est une chose aussi. Et la troisième chose, c'est que le Pôle emploi va se déployer sur l'ensemble du territoire national pour donner l'opportunité à chacun d'avoir un emploi, en tout cas de discuter avec des conseillers qui vont mieux orienter leur recherche d'emploi. Voilà globalement ce que je peux dire sur cette émission. Je remercie Radio Gabon pour l'intérêt qu'il a porté au pôle national de promotion de l'emploi dans sa première émission de Comment ça marche. Merci, monsieur le directeur général.